Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode ABD Podcast. Je suis Aurélien Broussal-Derval et aujourd'hui nous allons explorer un débat qui persiste dans les milieux du running, du football et bien au-delà. L'idée que la musculation pourrait réduire la mobilité et nuire à la performance sportive. Peut-on être à la fois fort et mobile? Avant de démarrer, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner tout simplement et activez la cloche pour ne rater aucun de nos futurs contenus. Et si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous pour aider à démystifier les mythes du sport. Le plan de notre épisode est dense car je vais recevoir JP Cadu de Nantes qui naît dans le football professionnel et auprès de sportifs issus d'univers variés, en running notamment. JP va m'aider à faire le tour des croyances dans le foot et dans le running et exposer l'aberration de ces croyances en 5 points. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'épisode car nous stopperons net l'objection du manque de temps. Vous n'imaginez pas à quel point elle n'a aucun sens. Pour débuter, distinguons 2 concepts souvent mal compris, la souplesse et la mobilité. La souplesse, d'une part, se réfère à l'amplitude articulaire maximale passive d'un muscle, tandis que la mobilité, c'est une souplesse polyarticulaire active, contrôlée et appliquée au mouvement. En clair, la mobilité n'est pas seulement la capacité à atteindre une amplitude de mouvement, mais à l'utiliser efficacement dans le contexte sportif. C'est exprimer la force à différents angles, différents rythmes. Et malgré ça, un préjugé tenace suggère que la musculation, en augmentant la raideur musculaire, pourrait limiter cette mobilité. Alors même que la recherche en sciences du sport nous montre une autre facette. La musculation, lorsqu'elle est bien structurée, ne diminue pas la mobilité, mais peut au contraire l'améliorer. Elle accroît la raideur musculaire de façon bénéfique, ce qui permet une meilleure transmission de force pendant les mouvements dynamiques. En d'autres termes, une certaine raideur n'est pas un ennemi de la mobilité, mais bien un élément essentiel de l'efficacité mécanique. Nous allons également aborder la notion de cycle étirement-détente. On est obligé de parler du CED, qui est crucial en sport. Ce cycle est décrit comme l'énergie stockée dans les muscles et les tendons durant l'étirement et rapidement restituée lors de la contraction. Une meilleure compréhension de ce mécanisme par les athlètes pourrait les aider à optimiser leur entraînement en intégrant des exercices de musculation qui favorisent à la fois la force et la mobilité. Vous l'aurez compris, JP va nous aider à démontrer que la force et la mobilité ne sont pas adversaires mais alliés sur le chemin de la perf et de la prévention. Restez avec nous pour démystifier ces concepts et changer peut-être la façon dont vous envisagez la musculation et la mobilité dans votre propre pratique sportive. Avant de recevoir JP, je vous dis 2 mots sur ma formation en mobilité. Coach mobilité, c'est la formation la plus aboutie et en français, s'il vous plaît, sur le sujet de l'entraînement du mouvement, avec plus de 20 heures de vidéos, un support de cours exclusif de 300 pages, le tout 100% distanciel. Je vous livre toutes mes méthodes pour évaluer, analyser et entraîner le mouvement. Je vous mets le lien en commentaire et sans plus attendre, c'est parti pour JP Cadu. Et salut JP, c'est hyper cool de me rejoindre dans le podcast. Je suis vraiment content de te recevoir. C'est la première fois en fait. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup pour cette invite, Aurel. J'ai essayer de faire ce que je peux malgré ma voix un peu rauque, mais je tenais vraiment à être là. Non, c'est cool, ça te donne un air un peu crooner, tu vois, un peu. Ouais, j'aime bien ton côté Joe Cocker comme ça. J'aime bien aussi, j'avoue. Je vais essayer de garder je te garantis que non. Garder mon top. Bon, en tout cas, c'est cool. Voilà, vous le savez, JP, il va venir pour défier un petit peu un espèce de mythe qu'a la peau dure. C'est l'opposition entre le renforcement musculaire, la musculation en général, et la mobilité, comme si on pouvait pas faire les deux. Vous savez évidemment ce que j'en pense. Vous allez découvrir ce que JP en pense. JP, lui, il intervient beaucoup dans le très haut niveau, notamment dans le football. Il est basé à Nantes. Il a un beau cabinet maison sport santé, centre un peu de prépa physique aussi. C'est quand même assez riche l'endroit que tu animes à Nantes. Je trouvais ça hyper beau. On a ouvert, vous le savez, ensemble notre CQP là-bas. C'est JP qui dynamise sur place notre formation initiale de coach. D'ailleurs, on va s'attaquer aussi à une offre un petit peu plus spécifique très prochainement pour les kinés. Donc, restez bien à l'écoute de ça. Et c'est vrai que du coup, fatalement, lui en étant exposé énormément au football, il me décrit assez régulièrement dans nos discussions comme ça entre nous des croyances de peur autour du renforcement musculaire dans le très haut niveau. Ouais, complètement. C'est vrai que dans l'esprit du footballeur, que ça soit d'un niveau
Maintenant, je trouve que les footballeurs, même d'un niveau moyen, ils sont très à l'écoute et très dans l'entraînement. Donc ils cherchent toujours à faire mieux, à s'entourer mieux, mais il reste que cette notion de renforcement, pour eux, c'est quelque chose qui est vraiment presque à bannir. En fait, ils ont peur de ce mot-là, mais c'est pas vrai que chez les footeux. Je le rencontre aussi beaucoup chez les coureurs, parce que on a forcément aussi beaucoup de coureurs dans notre patientèle, et puis avec les collègues aussi. Enfin bref. Euh, et ça, même dans le haut niveau. Là, j'ai rencontré dernièrement celui qui avait gagné le Semi de Nantes, et on discutait de ça et on n'était encore pas d'accord sur l'intérêt que peut avoir le renforcement, que ça soit dans la performance, comme sur la prévention, mais surtout sur la performance. Je pense que footballeurs comme coureurs ne sont vraiment pas convaincus qu'on peut être plus performant en rajoutant à son entraînement du renforcement. Oui, c'est vrai, je le constate aussi dans mon centre à FitStation à Charenton. On a des gens qui viennent de tous les horizons et de tous les niveaux, hein, évidemment, pas mal d'athlètes de haut niveau, mais il y a aussi des sportifs pré-élite et des sportifs franchement loisirs. Et dans tous les cas, on a effectivement autour de ces deux sports-là une croyance commune que le renforcement va pénaliser leur performance à plusieurs niveaux. On va décliner ça en 5 points aujourd'hui pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Le premier point que j'aimerais poser avec toi, et vous pourrez aussi aller voir d'ailleurs spécifiquement sur la course, je repense à ça à l'instant, c'est qu'on avait fait un super épisode là-dessus. On vous met le lien évidemment en description, avec Fred Bellouz, dont le livre justement Running Renfo trahit forcément sa position sur le sujet, alors même que toutes les études actuelles disent allez-y, faites de la force, n'ayez pas peur. On va essayer de voir pourquoi ça fait peur et pourquoi il faut pas avoir peur. En 5 points. Le premier point qu'on veut aborder, c'est clairement un tour d'horizon. Est-ce que c'est le cas dans les autres sports co, par exemple? Ben, moi, j'ai l'impression, mais je me suis moins occupé de toi que les autres sports co, mais j'ai l'impression, pour avoir travaillé un peu dans le rugby, que évidemment, le rugby n'est pas du tout dans cette logique-là. Le rugby professionnel, ils font quasiment autant de renfo que du rugby. Alors après, c'est pas pour les mêmes problématiques. Évidemment, il n'y a pas les mêmes enjeux de performance par rapport au poids, etc. Mais quand même, il y a vraiment une grosse notion une grosse culture de la muscu, comme pour les handballeurs. Les handballeurs, c'est pareil. Ce sont deux sports de contact, donc on peut aussi se dire que c'est différent, mais le football reste un sport de contact aussi, de manière très claire. Pour les autres sports de contact, comme le volley par exemple, bah, c'est plutôt à toi que j'ai demandé ça. Oui, c'est vrai. Si je rétropédale un peu sur les sports sur lesquels j'ai eu l'occasion d'interagir, j'ai pas mal interagi sur le foot, mais il y a très longtemps, quand j'étais très jeune préparateur physique en Espagne. Effectivement, à l'époque, c'était assez rigolo les séances de musculation. C'était vraiment le plus léger possible. On se demandait même pourquoi prendre du temps pour faire des trucs comme ça, à ce niveau-là en plus. Et puisque moi j'étais en formation, tu sais, au Real, hein, donc Ouais. tous les vrais costauds qui étaient là à l'époque, c'était l'époque de Zidane, Makelele, Raoul de Ronaldo le Oh là Brésilien. là. Enfin, et ça ventilait malheur. Bon, j'espérais que tu me dises et que tu m'apprennes que ça a évolué avec le temps. C'est vrai que le rugby et le hand, bon, je les ai peu entraînés, mais j'étais pas entraîné d'ailleurs, mais je suis au contact régulier avec plein de collègues. Euh, voilà, les gens de Montpellier notamment, Benji Delmoral par exemple, où je les vois plusieurs fois par an, je les vois à l'entraînement, je vois bien effectivement ce que tu décris. Bon, en hand comme en rugby, on perçoit un héritage des sports de combat qui est quand même assez fort. Ils se perçoivent d'ailleurs comme un sport de combat collectif, à juste titre de mon point de vue évidemment. Et donc il y a ce rapport à l'armure musculaire, hein, et à la, oui, à se pimper au maximum pour affronter, pour être dans le combat, qui est un peu moins en volley. Néanmoins, en volley, on a quand même cette lecture de la force max qui est importante, et de l'explosivité et de l'endurance des différentes qualités de force. Donc, ce sont des gens qui s'entraînent quand même en force, un peu modestement, je trouve, quand même, comparé aux deux autres sports dont on parle à l'instant, le rugby et le hand. Néanmoins, il y a pas vraiment de peur de perte de mobilité. En tout cas, je l'ai pas perçu dans les différents
club pro. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Narbonne, qui a quand même été champion d'Europe, donc c'est vraiment du très très haut niveau. Bon, j'ai jamais été confronté à des joueurs qui me disaient oh là là, je vais perdre en mobilité, oh là, je vais être moins bon sur le terrain. Au contraire, il y avait une vraie croyance qu'il fallait quand même faire de la force. Un peu de méfiance sur les charges lourdes, en pensant que des grands gabarits plutôt n'étaient pas prédisposés à faire certains mouvements comme l'haltérophilie. Mais une fois ces petites anxiétés dépassées, il y avait plus trop de limites en termes de qualité, parce que bon, c'est quand même des gros gabs, hein, ces mecs qui font plus de 100 kilos, près de 2 mètres à chaque fois, donc on les voit un peu comme des brindilles, mais en réalité ils sont quand même très très athlétiques, surtout les joueurs pros. Donc oui, je te confirme que pour ces expériences-là, je n'ai pas perçu ce que tu décris dans le football en tout cas. Peut-être qu'il y a la notion de course qui revient, parce que je repense aux coureurs. En fait, il y a cette notion de perte de mobilité, ça c'est sûr, mais aussi cette perte d'endurance sur le terrain. Ils ont l'impression que si s'ils font beaucoup de musculation, forcément ils vont moins courir. Le problème est encore plus vrai chez les coureurs, dans les sports d'endurance, parce que eux, clairement, ils se battent contre leur poids même, et parfois à outrance. J'ai entendu des choses qui se font même à haut niveau, qui sont potentiellement détestables, hein, sur le. Moi, je pensais que c'était l'apanage de nous, les judokas, ou les sports à catégorie de poids. Où on nous imposait on s'imposait à nous-mêmes, hein, des régimes draconiens pour être au poids. Mais les coureurs, c'est aussi vrai. Il y a vraiment dans la tête de certains des corrélations entre le poids et ta performance. Ce qui peut être vrai, mais ça dépend en fait d'où vient ton poids. Tout est une question de composition corporelle. On est déjà rentré de plein pied dans le deuxième point de notre déroulé d'aujourd'hui, puisque effectivement le premier argument contre que déploient les coureurs quand on leur parle, je sais pas si c'est le cas aussi en football, mais en tout cas les coureurs, c'est vrai qu'ils ont vraiment l'objectif d'être le plus fin, le plus svelte possible. Ce que je peux entendre quelque part, puisque évidemment il va falloir la trimballer, la carcasse, sur 10, 20, 40 kilomètres. Et du coup, on a quand même un vrai sujet sur la lecture des effets de la musculation, qui sont directement rangés dans la case bodybuilding, quoi. Ouais, complètement. On parle tout le temps de bodybuilding, mais le renforcement, même musculation, tu vois, c'est un terme qui est pas forcément aimé de tous. Donc parlons de renforcement musculaire, si c'est un problème si de terme. Bah oui, ça fait moins peur. Ouais. Allons-y. Et si on parle de renforcement, ce qu'on veut, c'est pas forcément créer du volume musculaire, c'est gagner en force max. Donc ça, c'est déjà 2 points différents. Ça va pas être les mêmes séries, ça va pas être les mêmes régimes de contraction. Si on parle de renforcement, c'est que pour se rassurer, effectivement, souvent ils détournent un petit peu le concept, ils vont sur du renforcement musculaire. Donc, quand on leur demande quelle est la différence, souvent ils expliquent que le renforcement musculaire est plus léger, plus modeste, et voire même sans poids de corps, sans charge additionnelle au poids du corps. Bon, on va quand même rappeler ici que on peut faire de la force max au poids du corps, qu'on peut faire de l'hypertrophie au poids du corps, et d'ailleurs que quand on les regarde faire, souvent ils sont justement dans des séries très légères, très longues, et donc qui sont plus sur l'hypertrophie, plus sur la version hypertrophique, alors que finalement ils auraient pris une charge additionnelle maximale, ils auraient fait 1 rep ou 2 reps, ils seraient restés gentiment sur les paramètres nerveux, l'hypertrophie aurait été absolument marginale. Exactement. Et c'est pour ça que moi je pense vraiment que ça reste du domaine de l'idée reçue, voire du manque de connaissances. Et c'est pour ça que on est là pour j'espère qu'il y a des sportifs qui nous écoutent, j'en suis sûr. Mais ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. C'est pas parce qu'on va travailler du renforcement musculaire qu'on est sur de l'hypertrophie. Parce que il faut bien quand même remettre les choses dans leur place. Même ceux qui veulent créer du muscle, qui sont dans l'hypertrophie, ils ont du mal à le faire. Ça demande du temps, ça demande du volume, ça demande une nutrition particulière. À partir du moment où on n'a pas la nutrition suffisante pour créer du muscle, on ne créera rien du tout. Donc déjà,
Si on mange normalement, grosso modo, il va pas se passer grand-chose. Si on ne travaille pas dans les modes hypertrophiques, c'est pareil. Avant de gagner vraiment du poids au point de perdre en endurance, va falloir quand même y aller. Donc restons mesurés. On va pas prendre 10 kilos en faisant une série tous les 15 jours. C'est absolument impossible. Non, non. Les questions qui restent à se poser finalement quand on fait de la course à pied, c'est la question du volume et de la gestion de son temps, puisque ce sont des sports qui prennent énormément de temps, et de plus en plus à mesure que les distances s'allongent. Et donc, un argument que je pourrais éventuellement entendre, c'est oui, mais moi, je peux pas prendre tout ce temps pour m'entraîner parce que déjà, je pars le matin à 6 heures, je pars pour une première sortie hyper longue, et puis parfois une deuxième dans la journée. Bon, ce qu'il faut rappeler, c'est que quand même, la force, c'est justement quelque chose d'assez court. Et qui dit court dit réduction d'un certain nombre de contraintes mécaniques pour des effets pour des gains physiques. Et donc moi, j'y vois une vertu préventive parce que justement, peut-être que sur la partie non métabolique, en tout cas neuromusculaire, on va peut-être avoir des effets qu'on mettra beaucoup plus de temps à obtenir sur le terrain en course à pied, voire qu'on n'obtiendra pas, et à moindre coût temporel. Là où la moindre sortie dure 1h15, on peut avoir une séance qui est contenue sur 30 minutes avec déjà des effets intéressants. Mais oui, surtout qu'en fait, alors, il y a l'effet neuro, mais il y a aussi l'effet structurel. L'effet structurel, chez quelqu'un qui n'a pas l'habitude, en fait, ça va aller hyper vite. J'ai un pote qui court 2h30 au marathon de Paris. Relativement honorable, hein. Top 100, Oui. top 100 sur ce marathon-là. Ça commence à être costaud. Voilà. Donc j'ai réussi à le persuader de ça, de l'intérêt du renforcement musculaire, donc j'étais pas peu fier. Et il a lâché un petit peu, et il m'a dit, punaise, j'en ai fait une de 20 minutes, alors que j'avais continué à courir, et pour autant j'ai eu des courbatures. 20 minutes. En fait, ça prouve bien, c'est un cas unique, donc ça prouve rien. Mais c'est pour illustrer le fait que, en effet, sur un temps très court, en fait, les mecs, ils s'entraînent tellement que le gain qu'ils vont avoir sur la course à pied, ça va être les derniers pourcentages, les derniers degrés d'amélioration. Et pour avoir ces derniers degrés, on sait très bien qu'il va falloir passer beaucoup de temps, qu'il va falloir avoir un volume et une régularité très grande. Or, comme le renforcement musculaire va être très minoritaire, eh bien, là, on va progresser très vite. Donc ça, c'est pas une problématique de temps. Tout en sachant en plus que une séance hebdomadaire suffit pour avoir des gains en production de force. Une séance hebdomadaire. Surtout sur des profils comme ça qui s'entraînent très peu sur ce sujet, effectivement. Eh oui. Alors après, il y a une nuance qu'on pourrait donner, c'est qu'aujourd'hui sur la course à pied, il n'y a pas d'études qui nous montrent que en fait, à chaque fois, les études, c'est à volume égal, on rajoute au groupe, on rajoute une séance de renfort. Il n'y a pas d'études qui ont montré que en enlevant une séance de running et en rajoutant une séance de renfort, on a les mêmes résultats. À chaque fois, c'est quelque chose en plus. Donc ça, c'est un gros biais. C'est dommage que ce soit pas, qu'il n'y ait pas de papier encore, mais je suis persuadé que ça sortira bientôt. Et j'ose croire qu'on aura quand même des choses intéressantes à voir, parce que de toute façon, quand on fait quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, on progresse. Ouais, et puis bon, replaçons les gains sur l'échelle des priorités et des objectifs d'un coureur. En plus, on cherche pas à développer des charges extrêmement lourdes pour progresser sur des niveaux de force. C'est pas ça dont on parle. Hein. C'est proportionnel à leur poids de corps et leurs objectifs. Donc, les objectifs peuvent être atteints très très rapidement. Tout à fait. Les footballeurs, ils ont pas cette peur-là. Eux, c'est une autre problématique qui les bloque. Non, en effet, c'est pas trop un problème de. Alors, c'est quand même un problème un problème de poids parfois, parce qu'ils ont quand même l'impression, ceux qui courent beaucoup, ils ont quand même l'impression qu'ils courront moins. Donc ça, c'est assez vite
assez vite. Mais c'est surtout le problème de la mobilité parce que en fait le football est un sport qui est enraidi. Ils ont les quadris et les ischios raides quand même, et pour cause en fait ils ne font que courir, donc ils ont un tissu raide et parfois qui manque aussi de mobilité. Euh, on peut avoir les deux, mais en tout cas, une chose est claire, c'est que si on généralise aux footballeurs, que ça soit pro, semi-pro, pas pro du tout, euh, le renfort rendra raide. Or ça, c'est pas mon opinion, c'est pas juste un avis, ça a été démontré par la science, c'est pas du tout corrélé. C'est absolument pas corrélé. Là-dessus, les preuves sont formelles. En tout cas, pas dans ce sens-là, parce qu'en fait, quand on parle de souplesse musculaire, on pense évidemment à l'élasticité, c'est-à-dire la longueur que peut atteindre un muscle lorsqu'il est étiré. Bon. Et la confusion entre souplesse et raideur, elle vient surtout du fait qu'on considère la raideur comme un manque d'amplitude. Et c'est pas ça, hein. C'est pas la qualité de raideur d'un muscle, et je parle bien de qualité de raideur d'un muscle. C'est pas de ne pas être capable de produire de l'amplitude. La raideur, c'est la propriété du muscle à résister à une force de déformation. Donc plus un muscle est raide, plus il faudra une force importante pour le déformer. Donc c'est une grosse confusion, parce que plus c'est le cas, plus il reviendra rapidement à sa forme initiale, donc avec plus de force. Donc les gens raides, c'est effectivement des gens qui vont produire des qualités pliométriques au-dessus de la moyenne, par exemple. Tout à fait. On confond du coup capacité à générer de l'amplitude et capacité à restituer de l'énergie. C'est deux choses complètement différentes. Complètement. Et d'ailleurs, quelqu'un qui en parle très bien, c'est Lilian Lacourpaille, que tu as déjà reçu plusieurs fois et qui fait partie de notre équipe. Ouais, on voit Lilian aussi, regardez les épisodes avec Lilian, et puis venez vous former avec nous et avec Lilian. Voilà, comme ça vous pourrez lui parler directement de ça. Ils utilisent dans leur labo l'élastographie, qui est le seul appareil de mesure qui est capable de mesurer la raideur des tissus mous. Et avant les années 90, on pouvait pas faire 90, n'importe quoi, 2000-2010, on ne pouvait pas faire la différence entre raideur articulaire, c'est-à-dire je fais une flexion de cheville, ma flexion est limitée, et la raideur tissulaire du tendon d'Achille, par exemple. Le tendon d'Achille, on sait en effet qu'il faut absolument qu'il soit raide. Et c'est pas pour autant qu'on doit avoir une cheville raide. C'est pas antinomique du tout. Ben non. Et pour le renforcement, comme tu l'as très bien expliqué, mais c'est exactement pareil. C'est pas parce qu'on va avoir un muscle qui est raide qu'on ne peut pas être souple pour autant. Et du coup, on est déjà en train d'aller sur le point suivant, où la croyance, c'est la perte de mobilité, et où il y a là aussi une confusion, puisque la mobilité n'est pas la souplesse. C'est pas pareil, hein. Et ça, faut bien le comprendre. Il y a 4 piliers dans la mobilité. La souplesse est souvent le premier qu'on évoque, parce que c'est vrai que la plupart des sportifs auxquels nous sommes confrontés ici en France et plus largement en Europe occidentale et aux États-Unis sont plutôt raides. Bon, pour tout un tas de raisons. Mais le deuxième pilier, c'est bel et bien la force. Le troisième pilier, c'est le contrôle moteur. Et puis le quatrième pilier, c'est l'équilibre, la qualité physique d'équilibre. Et donc, si je suis pas capable de produire des niveaux de force à différentes angulations et dans différents schémas moteurs, le tout en équilibre, eh ben en fait, je suis pas mobile. Évidemment, le manque de souplesse réduit mes chances d'être mobile, ça c'est sûr. Mais le manque de force aussi. Donc, au final, penser qu'on va perdre en mobilité en se renforçant musculairement, c'est sous-estimer le deuxième pilier au profit du premier. Ouais, et c'est même presque un non-sens. Il y a aussi des études qui ont montré que une option très intéressante pour gagner en mobilité, c'est justement de travailler en force. Travailler la force excentrique en fin d'amplitude, en course externe. Ça va nous permettre d'aller gagner de l'amplitude active de manière très efficace. Donc en fait, si le mec veut faire du renfort, il peut potentiellement en même temps gagner en mobilité. Bien sûr. Donc en fait, cette idée reçue, elle n'a pas lieu d'être, étant donné que il va potentiellement même être plus mobile
grâce au renfort. Ouais. Et l'inverse est vrai d'ailleurs. Si je suis plus souple, je gagne en force. Hein. Les Ouais. deux qualités, la qualité de force et de souplesse, sont liées de manière très très forte. Hein. Qu'est-ce que l'étirement, qu'il soit actif ou passif d'ailleurs, sinon une contraction excentrique. Exactement. Complètement. C'est pour ça qu'en fait, faire la guerre à l'excentrique et ne prier que par les étirements, et inversement, ça n'a pas de sens. C'est quasiment la même chose si on extrapole un petit peu. En tout cas, on va avoir les mêmes, pas forcément dans les mêmes amplitudes, enfin, pas avec le même effet clinique, mais en tout cas, on va avoir des augmentations de longueur des faisceaux, une optimisation de l'angle de pénation. On va avoir les mêmes effets structuraux. Donc, en effet, les deux sont liés. On peut très bien travailler les deux. Et oui, justement, tout se relie dans la mobilité. Je pense qu'à ce stade, du coup, vous avez bien compris les gains potentiels en mobilité quand c'est bien fait, qu'il n'y a pas de corrélation entre les gains de force et la perte de mobilité. Et puis, cette mobilité, elle peut s'envisager de manière complètement spécifique. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et voilà, c'est tout à fait. C'est pas antinomique. On peut très bien travailler en renforcement musculaire et pendant sa phase de repos, pendant ses phases de repos entre deux séries, travailler sa mobilité. Si vraiment on a peur de la perdre, eh bien ça fait largement le job. On sait que c'est efficace ça aussi. D'ailleurs, effectivement, moi j'aime bien travailler avec des mobilités mises en charge. Et tiens, je discutais ce week-end, il y avait tu sais, l'Elite Training Ouais, Symposium là, à Nevers. une Hyper belle petite intéressant. sauterie. Ouais, c'était cool. Et je discutais avec une jeune coach qui est contorsionniste, qui me témoignait qu'elle s'entraînait systématiquement en force max combinée à de la souplesse max dans la même séance. Hyper intéressant. Alors évidemment que si demain je fais faire ça à des footballeurs professionnels qui font jamais ce type de travail, je vais les Évidemment blesser. que c'est dangereux, bien sûr. Mais de la même manière que si je leur fais faire des séances de marche excentriques alors qu'ils n'ont pas l'habitude de le faire, enfin, c'est le manque d'habitude et la difficulté de la tâche qui va les exposer à des courbatures ou pire, à des traumatismes musculaires plus avancés. Mais en réalité, le corps est fait pour s'adapter. Et si on y va de manière très progressive, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas mélanger les contenus de manière beaucoup plus poussée. Et j'aimais bien son témoignage, puisque je n'avais jamais rencontré personne qui avait poussé le délire jusque-là. J'ai jamais eu le besoin de le faire, ni l'occasion. Et c'était intéressant d'échanger avec cette jeune fille. Ah ouais. Et tu vois, chez les footballeurs, on dit souvent que il y a l'idée que de toute façon, pour renforcer par exemple les ischios, il n'y a rien de mieux que le sprint. Mais complètement d'accord. On est tous d'accord là-dessus. Le sprint, c'est ce qui ressemble le plus au sprint. Donc si on veut être bon au sprint, faut s'entraîner au sprint. Mais si on peut rajouter du nordique, eh bien ça fera encore une touche de plus qui va permettre de progresser encore. Et évidemment que si on cherche quelqu'un, cette contorsionniste par exemple, ben si on la fait sprinter demain pour renforcer ses ischios, au même titre que si je fais faire ses entraînements à elle aux footeux, ils vont se péter. Ben elle, si on la met à sprinter, elle va se péter aussi. Tout est une question d'adaptation et de progressivité. C'est évident. Ça, c'est vrai pour tout, en fait. Hein. C'est Pour toutes les qualités physiques, et on le voit très bien quand les footballeurs arrêtent de pratiquer la course intense, qu'elle soit sur plat ou même avec une légère descente ou avec des charges additionnelles, etc. Ce qui se fait beaucoup en compétences athlétiques. Dès qu'on arrête et qu'on s'y remet, et si on s'y remet avec sans progressivité après la trêve hivernale ou après la coupure estivale, ils sont un risque. on a évidemment des courbatures, voire pire. Mmh. Donc c'est vrai pour toutes les qualités, il faut être progressif. Je prends quand même 4 secondes pour vous montrer ce livre. D'abord parce qu'il est monstrueux, vraiment c'est incroyable ce qu'ont fait les auteurs, hein, Fred Belouz et Thibaut Hoffner. Ensuite parce que Fred, comme je vous le disais, il est venu plusieurs fois dans le podcast. Je ne peux que recommander la qualité de cet intervenant, de ce coach et
de cet auteur désormais, Running Renfo. C'est vraiment le livre qui réconcilie la musculation et le running, quel que soit votre niveau, que vous soyez un coach, un kiné ou un runner éclairé qui a envie de mieux comprendre comment mieux se protéger et mieux performer. Vraiment, lisez ce bouquin, c'est de la grosse bombe. J'y retourne. Donc bon, on a beaucoup rassuré, on a commencé à parler un petit peu de notre point, notre avant-dernier point, puisque on veut quand même expliquer pourquoi finalement, non seulement ces stratégies d'entraînement pour les coureurs comme pour les footballeurs vont permettre des gains de performance, mais aussi, à l'inverse de ce qui est souvent avancé, du coup, carrément diminuer l'exposition à la blessure. Ouais, complètement. Alors ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, quand on connaît les raisons, quand on lit la littérature, en fait, ça paraît extrêmement logique. Ce qui va, en fait, si on prend les facteurs de risque, on peut pas prévoir une blessure, mais en tout cas, on peut mesurer les facteurs de risque. Et les facteurs de risque de blessure, ils sont très simples pour les blessures musculaires. La première, c'est l'âge. La deuxième, c'est les antécédents. Bon, ça, on peut rien y faire. On vieillit tous, et une fois qu'on s'est pété, on peut pas revenir en arrière. Bon, ça c'est fait. Le premier facteur de risque modifiable, c'est la force, la production de force. Donc, si on veut diminuer les facteurs de risque, prenons ceux qu'on peut modifier, et en tête d'affiche, c'est la production de force. Donc on y va. Et dans la production de force, c'est plus spécifiquement la contraction excentrique. Parce que c'est elle aussi qui va créer les blessures. Ouais. Donc si un athlète est prêt à faire des contractions excentriques, il est entraîné à ça, forcément il risque moins de se péter. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Et comment l'excentrique fait ça? Comme on disait tout à l'heure, en augmentant les longueurs des fascicules, en diminuant l'angle de pénation, et en créant tout un tas d'adaptations qui va faire que la contraction sera faisable et de manière optimale. Ouais, notamment aussi le recrutement qu'augmente, et puis la capacité d'accumulation de tension. Si on progresse en excentrique, du coup on est capable d'accumuler plus de tension fibre par fibre, et donc on a un muscle qui non seulement est plus fort, mais aussi plus fort dans la protection des articulations. Donc c'est ça. Puis en plus on va travailler les structures passives et actives, les deux en même temps, ce qui est essentiel étant donné qu'on sait que ça pète entre l'actif et le passif dans la plupart des cas. Ouais, super intéressant. Bon, ce qu'on nous balance assez régulièrement, on l'a un peu abordé tout à l'heure, mais on va y revenir parce que le oui mais j'ai pas le temps, c'est quand même le gros argument. Une fois qu'on a déployé notre argumentaire, nous, c'est la grosse objection, quoi. Ouais, bien sûr que c'est quelque chose qui se comprend. Parce que, en effet, si on reprend les coureurs, ils ont un volume énorme. Mais si on a parlé de la prévention, on peut parler aussi du gain en performance. C'est-à-dire que pour un coureur qui a, je dis n'importe quoi, une force, il doit développer 100 newtons. Disons qu'il a une force max à 100. S'il doit courir et utiliser 30% de son muscle, il va utiliser 30 newtons. Or, si sa force max, elle arrive à 200, il utilisera toujours 30%, mais il aura le double. Donc en fait, ok, on peut parler de temps, mais il faut voir aussi l'objectif qu'on veut. Si son objectif, c'est de prévenir des blessures, on sait que ça marche. Si son objectif, c'est de gagner en perf, on sait que ça marche. Donc, mettons notre temps où sont nos objectifs. Et ensuite, c'est l'argument final fatal, c'est que on sait qu'à partir de une séance hebdomadaire, ça marche. Une séance hebdomadaire. Et comme tu le disais tout à l'heure, cette séance-là, elle n'a pas besoin de faire 1h30. En une demi-heure, on peut très facilement si c'est bien construit, on peut très facilement faire des séances qui seront efficaces dans le gain de production de force. Ah oui. Et encore une fois, on parle souvent de public, alors surtout sur les coureurs de longue distance. On cherche pas, encore une fois, à les transformer en champion de force athlétique, encore moins en culturiste, même si le culturisme
plein de vertus et plein d'utilités à l'entraînement. C'est juste que les méthodes qui sont exploitées sont pour la plupart inadaptées, évidemment, aux coureurs. Ça, Il court moins vite. Il n'y a pas de doute. De la même manière que la force maximale exploitée comme elle peut l'être dans des disciplines où c'est le cœur de la logique interne, comme la force athlétique. Voilà, l'exemple de JP, c'était 100 newtons, ça fait une dizaine de kilos, évidemment. On parle pas c'est pas un exemple au hasard. On parle pas de barres, de mutants. Hein. C'est quand même des choses assez simples à acquérir. Et d'ailleurs, quand bien même ce serait des charges élevées, en quelques séries, on a déjà des adaptations et on arrive à progresser. Donc vraiment l'argument, l'objection du j'ai pas le temps, je suis d'accord avec toi. Finalement, on arrive avec des bons protocoles bien calibrés à avoir des bons résultats, bien sûr. Oui. Et en plus, on peut le coupler, comme tu parlais de la contorsionniste tout à l'heure, on peut le coupler dans une séance. Il y a des clubs anglais qui faisaient leur force max à l'échauffement. En fait, ça permettait, ils avaient montré que travailler sa force max à l'échauffement des membres inférieurs permettait d'atteindre des vitesses de sprint supérieures. Donc c'est hyper intéressant, ça veut dire qu'on peut le mettre avant. Il y a d'autres qui le mettaient juste après, pour combiner l'effet de l'entraînement et surcharger. Comme ça, on est sûr que le mec a pu s'entraîner normalement, et ensuite on surcharge pour rajouter de la contrainte pour que le mec s'adapte encore mieux. Et avec mes collègues à Nantes et Lilian Courpaille des Stabs de Nantes, on a fait un protocole de renforcement pour les ischio-jambiers qui s'est avéré efficace. C'était une séance hebdomadaire de 3 répétitions de nordique. Basta. 3 répétitions. Il en fallait pas plus. Il en fallait pas plus. Pourquoi? Parce qu'elles étaient supra-maximales. Donc oui, ça demande une préparation, etc. Mais juste en faisant 3 répétitions c'était, il me semble de mémoire, c'était sur 35 semaines, et bien juste avec 3 répétitions de nordique, c'était efficace. Bon, ça c'est réaliste, hein. Ça me paraît accessible en termes de volume d'entraînement. J'ai l'impression que le temps n'est pas un sujet. N'est pas vraiment un sujet. En tout cas, on vous aura donné quelques billes pour proposer ça, pour mettre des petits protocoles en place. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, sur JP, il est assez actif. Il est assez actif dans son centre. Tu nous rappelles le nom du pavillon, le Pavillon Mouvement Sport et Santé, le PM2S à Nantes. Le pavillon Mouvement Sport et Santé, c'est un bel endroit. En tout cas, j'y serai là en mai. Et j'en profiterai pour passer une tête et peut-être même faire une petite séance. Avec grand plaisir. De Force Max. Ouais, de Force Max. T'as aussi un organisme de formation qui est très actif dans le coin et qui s'adresse et aux kinés et aux coachs. Donc allez vous renseigner un petit peu sur les initiatives de l'AS2F, c'est ça, je dis pas d'annerie? C'est ça, c'est tout à fait ça. Et sur les réseaux sociaux, tu es plutôt actif ou sur Instagram? Surtout sur Insta. Ouais. Pour me retrouver, c'est très simple, c'est JP Cadu. Voilà. Et après sur Facebook aussi, mais c'est plus Insta. Maintenant Facebook c'est terminé, paraît-il. Donc je m'accroche. Mais je suis pas encore sur TikTok comme toi. J'ai pas encore fait le pas. Faut que t'apprennes à danser. Ouais. C'est mal barré. Bon, en tout cas, c'est super cool d'être venu échanger avec nous. JP, c'était hyper riche. J'espère que ça vous donnera envie d'en savoir plus et que ça vous donnera des idées et des arguments pour les éventuels coureurs ou footballeurs que vous auriez dans vos cohortes d'athlètes et puis peut-être d'autres sports auxquels on n'a pas pensé. Mais c'est vrai que les vieilles habitudes anti-muscule ont parfois la peau dure dans certaines disciplines. On a pris 2 exemples, mais je sais qu'il y en a d'autres chez qui on peut avoir les mêmes problématiques. Donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quels sports vous ont posé les mêmes problèmes et si vous avez des arguments complémentaires à ça à déployer. N'hésitez pas à partager vos protocoles aussi. On le fera très volontiers dans les commentaires de ce podcast. Et puis, si vous voulez nous soutenir, c'est important de commenter, c'est important de partager, c'est important de liker. On le dit jamais assez, mais il y a de plus en plus de gens qui nous écoutent et on vous en remercie, c'est super. Mais prenez le temps de nous soutenir pour qu'on continue l'aventure tous ensemble. Écoute, tu reviens quand tu veux, JP, avec grand plaisir. Plaisir partagé. Et je vous remercie tous pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode ABD Podcast. Salut tout le monde.